Bonsoir. Je vous invite à venir vous asseoir pour qu'on puisse commencer cette soirée. Donc cette soirée, déjà merci d'être tous là, bienvenue. Cette soirée, c'est un deuxième temps. C'est un deuxième temps. On a déjà eu un premier temps de soirée citoyenne autour de ces budgets municipales 2026, où on s'est réunis le 22 mai. Et puis là, c'est notre deuxième temps de travail. Et au cours de cette soirée, on va avoir plusieurs moments. Donc c'est à moi de vous les présenter, donc ça me fait plaisir. Déjà là, l'objectif de cette soirée, c'était de travailler autour d'une approche plus programmatique. La dernière fois, on était sur des propositions de tous, et là, c'est de se dire comment ce soir, on commence à rentrer dans une démarche plus constructive, plus engagée. Donc on va avoir un temps de travail autour de 4 thématiques que je vous présenterai dans un deuxième temps. Mais avant de démarrer cette approche programmatique, on va avoir 2 petites prises de parole. Je dis bien 2 petites prises de parole, mais qui se veulent des temps de parole de cadrage. Notamment un premier temps autour de ce que c'est qu'un budget municipal. Quels sont les postes, qu'est-ce que ça coûte. Enfin voilà, donc c'est Muriel qui sera chargée de nous faire cette présentation-là. Et puis un deuxième temps de cadrage animé par Mathilde, autour des compétences d'une municipalité et d'une agglomération. Ces 2 points de cadrage, ils sont utiles pour nous parce qu'on se dit que les propositions qu'on peut avoir, on veut qu'elles répondent à nos valeurs, ça c'est sûr, mais on voudrait qu'elles soient aussi réalistes et réalisables. Donc, avoir ces points d'éclairage nous semble important. Donc, à nouveau, cette soirée est portée par la coordination de tous les partis de gauche. Nous avons la volonté, et on le dit et on le redit ce soir, d'avoir une future liste municipale qui s'inscrive dans la dynamique du NFP. Et pour ça, on espère qu'on va pouvoir rassembler le plus largement possible pour pouvoir effectivement avoir un conseil municipal qui représente toutes les composantes de gauche derrière un programme commun. Voilà. Alors, je laisse la parole à Muriel pour 10 minutes de présentation. Ça, c'est tout. Merci. Bonsoir. Donc, il m'incombe de vous présenter un petit peu le budget de la ville. Donc, sachant que je ne suis pas conseillère municipale, j'ai simplement transféré mon expérience de conseillère régionale à l'analyse du budget municipal. Donc, si les élus ici présents veulent compléter, voire corriger, il ne faudra vraiment pas hésiter. Donc, la construction du budget, c'est l'acte politique le plus important de l'année, car c'est à travers le budget qu'on définit les orientations, les priorités, qu'on définit les moyens qui seront alloués aux différentes politiques publiques. Et donc, c'est à travers le budget qu'on met concrètement en œuvre un programme. Et ce budget, on verra, à la fin, il est soumis à un certain nombre de contraintes qui font qu'on ne peut pas tout faire. Alors, le processus d'élaboration du budget, il est long, il comporte plusieurs étapes. Il y a d'abord, au conseil municipal, un débat d'orientation budgétaire dans lequel on analyse la conjoncture économique, les marges de manœuvre de la collectivité, on fait des prévisions de recettes, des prévisions de besoins et on construit une trajectoire globale. On alloue les grandes masses budgétaires de telle manière qu'on ne mette pas en difficulté la comptabilité de la ville. Donc, et ça, on le fait grâce à une série d'indicateurs, des indicateurs de bonne gestion. Ensuite vient la présentation d'un budget primitif. Donc ce débat d'orientation budgétaire, il a lieu en général au mois de décembre, en fin d'année. Le budget primitif peut être présenté en décembre ou en janvier, en tout début d'année. Donc là, on définit les recettes attendues, on définit les dépenses et on répartit ces dépenses politique par politique. Donc on alloue des masses budgétaires, on alloue des enveloppes aux différentes politiques portées par la ville.
Après, au cours de l'année, peuvent survenir des décisions modificatives du budget. En général, il y en a deux. Elles permettent d'ajuster les recettes s'il y a eu des changements par rapport aux prévisions. Elles permettent d'allouer des dépenses supplémentaires à des besoins nouveaux. Elles peuvent aussi permettre de faire des freinages si c'est nécessaire, si les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc les décisions modificatives sont un outil de pilotage assez fin de la réalisation du budget au cours de l'année. Et puis, une fois l'année terminée, on présente au conseil municipal ce qui s'appelait avant un compte administratif et ce qui s'appelle maintenant un compte financier unique, qui est la présentation du budget effectivement réalisé. Donc les vraies recettes encaissées et les vraies dépenses effectuées. Alors donc, dans la présentation, je vais m'appuyer sur le compte financier unique 2024, donc la réalisation 2024 du budget. Donc le budget 2024 de la ville de Belfort, il s'élève à 106,8 millions d'euros. Comme dans toutes les collectivités, on le sépare en dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. C'est une séparation, une dichotomie qui est issue en réalité de la gestion privée, de la gestion des entreprises. Donc les dépenses de fonctionnement, ça désigne les dépenses de services publics, c'est-à-dire les moyens alloués aux services municipaux pour pouvoir fonctionner concrètement. Ce sont les salaires, c'est les subventions aux associations, ce sont les fournitures courantes, les participations au fonctionnement des organismes attachés à la ville. Et puis, donc, c'est vraiment la dépense de services publics. Et puis, la dépense d'investissement, c'est la dépense matérielle. On pourrait dire, c'est la dépense en capital. C'est la construction des bâtiments, le développement du patrimoine, les infrastructures, l'acquisition des titres. Voilà. Donc, dans la conception un peu libérale, qui prévaut aujourd'hui au sein de toutes les collectivités locales, en fait, parce qu'elle est amenée par un certain nombre d'indicateurs de bonne gestion qu'il faut respecter. Donc, dans cette conception, eh bien, on cherche plutôt à limiter la dépense de fonctionnement, la dépense de services publics, pour pouvoir maintenir un bon niveau d'investissement. Voilà, c'est un dogme un petit peu qui s'impose à toutes les collectivités, ne pas trop dépenser en fonctionnement, ne pas trop dépenser en services publics. Alors, du coup, pour illustrer cette tendance-là, j'ai extrait les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de la ville de Belfort depuis 2011. Donc, vous voyez, la ligne du haut, c'est les recettes de fonctionnement, qui sont toujours supérieures aux dépenses. Les dépenses, c'est en orange, ça c'est une règle impérative qui s'impose aux collectivités. On ne peut pas dépenser en service public plus que les recettes qu'on reçoit. Et vous voyez la tendance, alors j'ai fait un petit calcul en euros constants, la tendance globale est à la baisse. Baisse des recettes et du coup baisse des dépenses. Alors on peut se dire aussi que, vous voyez, Meslo arrive à Belfort en 2014, donc son premier budget, c'est le budget 2014, et on voit que ligne orange, c'est là que ça commence à diminuer. Donc avant, on voyait une petite tendance plutôt à l'augmentation. On va dire qu'une politique de gauche, elle a cherché plutôt à augmenter cette dépense de fonctionnement. Et donc Meslo, lui, clairement, il s'inscrit dans une volonté de réduction de cette dépense. Et il y est encore plus contraint par la réduction de la recette. Alors, la dépense d'investissement, elle est un peu plus erratique, un peu plus aléatoire. On peut se dire que les années où il y a des grands projets, il y a un peu plus de dépenses. Mais globalement, on voit aussi qu'ici, à Belfort, il y a une tendance à contenir l'investissement. C'est ce qu'il appelle la bonne gestion de la ville. Il ne veut pas trop s'endetter et il fait campagne là-dessus. On ne s'endette pas, on ne gère rien. Donc, en gros, on ne dépense pas et on ne prépare pas l'avenir. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, le budget de la ville, il peut se présenter par grandes fonctions. Donc là, il y a deux camemberts, fonctionnement et investissement. C'est important de regarder ça parce que ça montre un petit peu quelles sont les grandes compétences de la ville. Alors, en fonctionnement, il y a la grande partie là, qui s'appelle services généraux. C'est les fonctions support.
c'est tout ce qui ne peut pas être ventilé sur un type de politique. C'est par exemple les services financiers, les services de comptabilité. Alors ça mériterait d'être sans doute approfondi, mais ça me semble une dépense de services généraux très importante. Il y a une moyenne pour les collectivités qui est plus basse, plutôt autour de 38%. Là, on est quasiment à la moitié du budget de fonctionnement qui n'est pas ventilé par fonction. Et puis sinon, les grandes fonctions, vous voyez, en bleu, c'est culture, vie sociale, jeunesse, sport, loisirs. En violet, c'est santé, action sociale, 10%. L'enseignement, 11%, donc ce sont les écoles principalement. Et puis, chez Meslo, très important, la sécurité, 6%. Voilà pour les grandes masses. Donc, environnement, 2%, transport, 2%. Et en investissement, le grand poste à 30%, c'est aménagement des territoires et l'habitat. Ensuite vient action économique et culture, association, jeunesse, sport. Donc encore une fois, là, ce sont les dépenses d'équipement. Et puis transport. Voilà, donc ces grandes masses, elles permettent de voir un petit peu sur quoi il faudra qu'on oriente vraiment notre projet, parce que c'est là que les dépenses principales de la ville se trouvent. Voilà, donc ça, ce sont les recettes. Alors, les recettes de fonctionnement, les recettes aussi sont divisées en fonctionnement et investissement. Donc, recettes de fonctionnement, elles s'élevaient à 83,2 millions d'euros en 2024. Donc, près de 40% de fiscalité locale, ce sont les impôts locaux sur lesquels la ville, le conseil municipal a un pouvoir de taux. Il y a pour 30% des dotations, subventions, participations, donc c'est principalement les dotations d'État, mais aussi d'autres types de subventions sur des projets, dont des subventions régionales d'ailleurs. Et puis ensuite, pour 20% des impôts et taxes, donc ça, ce sont des impôts indirects. Il y en a toute une série, je ne rentre pas dans le détail, nos élus municipaux les connaissent bien mieux que moi. Voilà. Et puis, il y a aussi des recettes d'investissement pour près de 21 millions d'euros en 2024. Donc ça, ce sont que des dotations, des subventions. Voilà. Et du coup, alors voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est pas comme ça que ça se présente dans les documents budgétaires de la ville, c'est l'équilibre général du budget. Donc le principe, c'est que on a donc ici en bleu les recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement sont forcément inférieures aux recettes de fonctionnement. On n'a pas le droit d'avoir des dépenses de fonctionnement supérieures. Donc 67 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. À ces dépenses de fonctionnement s'ajoutent les intérêts de la dette, puisque la ville fait de l'emprunt, donc on a 1,4 million d'euros. Et le différentiel entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'épargne brute. Et le suivi de l'épargne brute, ça c'est un indicateur de gestion. Une bonne gestion, elle doit toujours préserver un certain niveau d'épargne brute. Et donc, c'est à partir de cette épargne brute qui est reportée sur les recettes d'investissement qu'on peut soutenir des dépenses d'investissement. Donc 32,3 millions plus l'amortissement de la dette, c'est-à-dire le remboursement du capital de la dette qui est comptabilisé en investissement. Voilà, donc épargne brute plus recettes d'investissement plus emprunt, ça permet de soutenir les dépenses d'investissement. Donc en 2024, il y avait un emprunt de 10 millions d'euros et 6,2 millions d'euros de remboursement de capital de la dette. Ça donne l'impression, mais ça mériterait d'être approfondi, que la ville, en 2024, elle emprunte quasiment que pour rembourser du capital de dette. Et si on fait le total dépenses plus amortissement de la dette comparé au total des recettes d'investissement, il y a un gros différentiel positif qui, sans doute, va alimenter de la trésorerie, du fonds de roulement. Enfin, on ne sait pas trop. Ça mériterait, là aussi, d'être approfondi. Ça donne l'impression qu'il y a un petit matelas, un petit stock qui a été constitué pour pouvoir, sans doute, faire de belles annonces d'ici mars 2026. Voilà, donc les contraintes, les voici, qui pèsent et qui s'imposent à toute équipe municipale. Donc c'est les indicateurs de bonne gestion. Je vous ai parlé de l'épargne brute, j'en ai d'autres, je ne développe pas, ce serait trop technique. Je vous l'ai dit, l'investissement ne peut être financé que par l'excédent de recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de fonctionnement. Voilà, donc si on veut investir, construire une nouvelle école, un nouveau gymnase, eh ben, il faut que nos dépenses de services publics soient largement inférieures à nos recettes, parce que c'est comme ça
on peut financer de l'investissement par de l'emprunt, mais l'emprunt ne peut pas financer le fonctionnement. Donc, et puis, enfin, quand on emprunte, il y a des intérêts de la dette, et ces intérêts de la dette qui pèsent sur le budget de fonctionnement. On a vu tout à l'heure 1,4 million d'euros. Donc voilà, les contraintes qui s'imposent et qui, comme je vous le disais, avec une tendance à la baisse des recettes et ces contraintes très fortes, donc on est amené à comprimer la dépense, et ça posera à nous comme à la droite locale. Voilà, donc c'est important d'en avoir conscience, et ça c'est mon message politique. Il faudra qu'on soit ambitieux, qu'on ait des mesures fortes pour faire adhérer sur notre projet, mais il faudra faire attention aussi à ne promettre que ce qu'on pourra réaliser. Et donc ce travail budgétaire, il fera partie du travail qu'on aura à faire dans le cadre de l'élaboration du programme. Donc pour conclure, ce budget, vous le voyez, il est très important parce que c'est à travers le budget qu'on va pouvoir développer une politique, des ambitions pour la ville, des orientations fortes. Et donc, voilà, il faut vraiment s'y intéresser. Juste une précision, les contraintes viennent aussi du désengagement de l'État au niveau des dotations qui sont... Parce que, allez-y, compléter, parce que c'est... Juste faire une petite précision. Les contraintes que connaissent une commune ou une collectivité, c'est aussi lié au désengagement de l'État qui limite les dotations, le transfert entre les impôts prélevés par l'État qui se reversés aux communes ou aux collectivités. Et ce n'est pas négligeable, surtout sur une plus longue période. Notamment depuis l'abandon de la taxe d'habitation, où on est beaucoup plus dépendant des dotations de l'État qu'avant. Il y a un petit jeu de questions. On le fait à la fin. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions courtes? J'avais juste une remarque. Dans l'investissement 2014, s'offusquer de la dette et de la dette par habitant de Belfort, on a pu voir dans le petit graphique que finalement, 12 ans plus tard, la dette par habitant est quasiment la même qu'en 2014 lorsqu'il s'offusquait de la gestion calamiteuse de la gauche. Donc on peut voir que finalement, il fait exactement la même chose que, alors pas sur les mêmes secteurs. On a vu que la sécurité par exemple, ça fait beaucoup plus de budget que certainement à l'époque en 2014, mais pour dire que le bon père de famille, il dépense autant que les gens qui critiquaient auparavant. Je voulais ajouter une chose. C'était important pour nous de vous faire cette présentation ce soir par rapport à ce qui était remonté lors de la dernière réunion dans les propositions qui avaient été faites. Je prends juste un exemple, par exemple, refaire une cuisine centrale pour que les repas dans les cantines puissent être faits localement. Là, ce que Muriel vous a montré dans le compte financier unique, c'est qu'il y a eu 30 en investissement, rappelez-moi le chiffre exact, un peu plus de 30 millions d'euros en investissement. Refaire une cuisine centrale ici à Belfort, c'est sans doute entre 10 et 15 millions d'euros. Donc, vous imaginez bien qu'on peut avoir des très bonnes idées d'un côté, mais de l'autre côté, on aura des priorités, il va falloir trancher, il va falloir arbitrer. Refaire une cuisine centrale, si on décide de le faire, ça veut dire qu'il y a énormément d'autres investissements à côté qu'on ne fera pas. Donc, c'est la même chose, je ne vais pas détailler ici, mais par exemple, la gratuité des transports en commun. Si on veut faire ça, ça veut dire tout un tas de dépenses supplémentaires dans un budget qu'on ne peut pas, de toute façon, pour tout un tas de raisons, élargir davantage. À toi la parole. Eh ben, j'enchaîne. Sur les compétences, alors moi j'ai mis beaucoup moins de couleurs, mais vous pouvez moins faire de camembert. Je vais aller très rapidement et donc forcément de façon un petit peu réductrice pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent bien ce sujet de la répartition des compétences des collectivités, mais c'est là aussi pour vous donner une idée plus précise, encore une fois par rapport à ce qui est remonté lors de la dernière synthèse, pour qu'on puisse bien mesurer, comme je l'ai mis ici, sur quoi est-ce que la ville, est-ce que l'agglo, je vais vous en parler après aussi, peut agir véritablement. Parce que par exemple, on dit, ben voilà, il faut arrêter de supprimer des classes, il faut avoir plus d'enseignants devant les élèves. Malheureusement, ça, c'est pas quelque chose qui relève de la ville. Alors la ville peut essayer de peser de tout son poids, bien évidemment, elle doit le faire, mais
tout ça remonte quand même à l'inspection académique et au ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, la ville ne pourra pas forcément agir là-dessus. Donc, tu peux me mettre la suivante s'il te plaît. Au niveau de la ville, je vous liste un certain nombre de compétences qui sont les compétences principales, en commençant par la clause de compétence générale, ce qui fait que, à partir du moment où la mairie estime qu'un sujet a un intérêt pour la ville, elle peut s'en emparer. Ce qui lui donne la possibilité quand même d'agir sur un certain nombre de choses. Je mets les finances locales, et je le mets justement parce que c'est une compétence que la ville a de moins en moins, puisque à l'heure actuelle, René l'a dit, il n'y a plus de taxes d'habitation, donc le seul impôt qui pèse sur les particuliers, parce qu'il y a des impôts économiques qui pèsent sur les entreprises, mais le seul impôt qui pèse sur les particuliers, c'est désormais la taxe foncière. Donc la ville, pour gérer ses ressources propres, elle a juste le choix d'augmenter, ou pas, la taxe foncière. Et pour le reste, elle est tributaire des dotations de l'État, de ce que l'État compense par rapport, par exemple, à la taxe d'habitation qu'il a supprimée. Des compétences en urbanisme, la ville, vous le savez, elle donne les permis de construire. Et chez nous, parce que ce que je vous présente là, c'est pour Belfort et notre aglo. Ce n'est pas le cas forcément partout, il y a des compétences que tout le monde a. Mais par exemple, le PLU, le plan local d'urbanisme, il peut être communautaire, il peut être géré au niveau d'une aglo. Ici, à Belfort, il est géré au niveau de la ville. Donc c'est le plan qui fixe les zones et qui dit que ces zones-là vont être à bâtir, que ces zones-là ne peuvent pas l'être, etc., etc. Des compétences de logement, je ne m'arrête pas beaucoup là-dessus parce que chez nous, le Grand Belfort en porte quand même aussi une bonne partie. Des compétences alors en environnement, hygiène, salubrité et santé. J'ai mis tout ça un peu à la fois. J'aurais presque pu appeler ça un peu aussi cadre de vie, c'est-à-dire que la ville est quand même responsable du fait qu'on puisse évoluer, on va dire, dans des bonnes conditions dans ses rues. En matière de santé, la ville fait le lien avec l'agence régionale de santé. Elle peut agir sur un certain nombre de sujets dont on aura sans doute l'occasion de reparler ce soir. Elle fait la veille sanitaire, par exemple, celle qui remonte des informations, celle qui organise, par exemple, la vaccination, comme on a connu des campagnes au niveau du Covid. La gestion des écoles. Donc la ville a des compétences, bien évidemment, en matière d'éducation, mais elle gère le bâti. Beaucoup, c'est elle qui est responsable. Donc là, on a notamment un gros sujet ici à Belfort, où il y a un bâti scolaire qui est quand même assez ancien. Elle gère la restauration scolaire et ce que j'ai appelé ici le personnel d'accompagnement, ce qu'on connaît par exemple les ATSEM, qui interviennent notamment en maternelle. Voilà, donc c'est quand même un aspect très important. Hein. J'aurais pu décider de le mettre en premier, mais c'est une compétence forte. Le périscolaire, oui, tout à fait. Le périscolaire aussi, exactement. Compétences en matière de sécurité, là, vous l'avez vu, c'est important pour Damien Leslo, qui a beaucoup recruté pendant ses mandats de policiers municipaux, par exemple. Ça, on peut choisir, la ville aura toujours cette compétence, mais libre à elle de choisir quel budget elle y consacre et quel personnel elle y consacre. Une compétence en matière de culture, notamment avec les équipements, bibliothèques, musées, archives, tout un tas d'événements, etc. La compétence sociale au niveau de la ville, elle est souvent portée par le CCAS, parce que là aussi, une grande partie des compétences sociales est portée par le département au niveau des collectivités en France. Donc, ce qui est complexe souvent, c'est comment, voilà, avec les échelons, les différents échelons administratifs que l'on a, donc le CCAS avec de l'aide aux personnes en difficulté, des aides à domicile, etc. Ensuite, Karel, si on peut passer, je vais très rapidement, mais c'est juste pour vous donner des grandes idées. Donc, compétences en matière de petite enfance, quand je dis structure d'accueil, c'est les crèches. La ville est libre de créer autant de crèches qu'elle veut. Ici, à Belfort, il y a quelques années, on en a supprimé une. La crèche des bons enfants, pour celles et ceux qui connaissent, parce qu'on nous a expliqué qu'il y avait trop de place et pas assez de demandes, donc cette crèche avait été supprimée. Une compétence en matière de sport, sur la création d'équipements, sur les subventions aux clubs, ça c'est un sujet extrêmement important que je lis avec la suite sur la vie associative, parce que dans le budget, il y a quand même une énorme part du budget qui est des subventions, qui sont données aux clubs sportifs et à tout un tas d'associations de façon plus ou moins transparente. Il faut le dire, il y a des critères qui sont donnés, mais quand on étudie finement les budgets, on s'aperçoit qu'il y a quand même des années où il y a des structures qui ont des financements absolument énormissimes et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc là, c'est aussi un sujet auquel il faudra qu'on s'attaque de façon très, très claire. Des compétences en matière de politique de la ville. Vous savez qu'à Belfort, maintenant, on a quand même un certain nombre de quartiers prioritaires. Et donc, c'est la ville qui est aussi l'interlocuteur de l'État sur ces questions-là.
Et puis, bien évidemment, la ville participe à tout un tas de structures, de commissions, de dispositifs. Le maire de la ville ou certains des élus siègent dans tout un tas de structures aussi. Donc, je vous ai vraiment brossé un tableau très rapide. Un certain nombre de compétences qui sont portées par le Grand Belfort. Et je commence par les compétences obligatoires. Celles que là, que ce soit Mestre ou un autre, on a tous à les faire. La compétence de développement économique, qui se traduit notamment dans l'organisation des zones industrielles, des ZAC, par exemple le fait qu'on ait l'aéroparc, ici dans le Grand Belfort, qui est une zone d'activité, ou voilà, des zones d'aménagement divers. Une compétence qui s'appelle l'aménagement de l'espace communautaire, ici le transport, mais attention, le transport ici, vous connaissez tous le SMTC, ça n'est pas que le Grand Belfort, le SMTC, chez nous, c'est une autorité qui est au niveau départemental. Donc c'est le Grand Belfort qui est représenté, pas la ville de Belfort elle-même, hein, c'est bien le Grand Belfort, ainsi que les 2 autres EPCI du département et d'autres structures encore. Une compétence d'habitat, de logement qui est importante au niveau du Grand Belfort, qui rédige le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, qui mène un certain nombre d'actions en faveur du logement. Ça peut être des projets de rénovation urbaine, par exemple, comme on en a connu, des aides spécifiques par rapport à l'amélioration du parc, etc. Mais le Grand Belfort intervient aussi en matière de politique de la ville, à partir du moment où là aussi, il estime que ça a un intérêt communautaire. Et c'est là qu'il y a aussi un enjeu, c'est la définition de ce qui a un intérêt communautaire ou pas. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous voyez l'avenue du Maréchal Juin à Belfort, qui est celle qui est à côté du Technome. Celle-ci, c'est pas la ville qui la gère. Elle relève de l'agglo du Grand Belfort, parce qu'il a été considéré que, vu qu'elle desservait le Technome, c'était quand même une zone économique qui ne concerne pas que la ville, eh ben, c'était l'agglo qui la prenait en charge. Mais on a connu des choses différentes, par exemple avec le stade Cerzian, hein, que la ville a donné au Grand Belfort, qu'elle reprend. Enfin, il y a des échanges qui se font comme ça, qui sont souvent un peu opaques, parce que ça veut dire aussi des flux financiers derrière, et qu'on n'arrive pas toujours à bien comprendre ce que ça veut dire. Le Grand Belfort est chargé aussi de l'accueil des gens du voyage, et de la collecte et du traitement des déchets. Ce n'est pas une petite compétence, on a parlé la dernière fois, par exemple, là, le Grand Belfort est hors la loi à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas de collecte des biodéchets qui est faite sur la ville de Belfort. Ça a commencé dans d'autres structures, mais sur la ville de Belfort, ce n'est pas encore fait, alors que ça devrait l'être depuis un peu plus d'1 an. En matière de compétences facultatives, c'est-à-dire que là, le Grand Belfort a décidé de les prendre, mais il n'en était pas obligé. Compétences au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, et là aussi quelque chose quand même de très important, hein, à Belfort, même si on n'est pas une grande ville universitaire, il y a quand même un certain nombre de structures qu'il faudra, à mon sens, développer aussi. Et, alors je vous ai cité des choses, je ne vais pas revenir sur tout, mais par exemple, le fait de créer des zones de développement éolien, à l'heure actuelle, ça relève du Grand Belfort. C'est à ce niveau-là que c'est porté, ainsi que, par exemple, la constitution de réserves foncières, etc., même s'il n'y en a plus tant que ça. Voilà, c'est un peu technique pour le reste. Et en plus des compétences facultatives, on a des compétences optionnelles, et qui là aussi, c'est pas parce qu'elles sont optionnelles qu'elles ne sont pas importantes, bien au contraire, parce que vous voyez, je pars directement sur le 2 et le 3, l'eau et l'assainissement. C'est-à-dire que ça pourrait être géré aussi différemment, la ville pourrait gérer elle-même, Belfort pourrait gérer elle-même, mais le Grand Belfort a pris cette compétence donc de la gestion de l'eau et de l'assainissement au niveau de l'agglo, la gestion de la voirie aussi, de la remise en état des voiries, et ça c'est pas une mince affaire, ça coûte extrêmement cher les voiries, donc quand on veut refaire un bout de route, c'est quand même des millions souvent pris sur le budget d'investissement. La question de la protection de l'environnement relève aussi du Grand Belfort, avec la lutte contre les pollutions, et il y a un rapport qui est présenté chaque année au Grand Belfort sur le développement durable. C'est un terme qui ne peut rien dire, je trouve, mais enfin, il y a une politique, en tout cas des intentions, qui sont portées au niveau du Grand Belfort, de même que l'action sociale d'intérêt communautaire, une compétence sur construction, aménagement, entretien d'équipements culturels et sportifs, et c'est là-dedans que rentre par exemple le conservatoire. Nous ici, le conservatoire de Belfort, il relève de l'agglomération. Mais c'est aussi le cas de la patinoire et de la piscine, par exemple, qui sont aux résidences. Et des écoles de musique. Tout ça. Oui, quand je dis conservatoire, c'est conservatoire et école de musique qui lui sont rattachés, en effet. Et donc, patinoire et piscine, donc ça, c'est des équipements qui ont en effet un intérêt communautaire, parce que bien évidemment, elles ne sont pas utilisées que par la population belfortaine. Donc, elles sont placées au niveau de l'agglomération. Voilà, j'ai fait très, très rapide, mais c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on pourra porter ou pas. Et quand je dis ça, n'oublions pas que même si on gagne la ville de Belfort, c'est pas du tout dit qu'on gagne aussi l'agglo. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles ce sera sans doute beaucoup plus difficile de peser. Mais que
À l'inverse, c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire si on veut peser vraiment sur la politique de l'eau, des déchets, des transports, il faut gagner la ville, sans ça on n'y arrivera pas. Merci pour votre attention. Maintenant qu'on est passé sur ces 2 points de cadrage, on va se mettre en mode plus participatif. Donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est un temps autour de 4 grands thèmes que je vais vous présenter. On va vous inviter à vous positionner dans les thèmes qui peuvent vous intéresser déjà, particulièrement. Et comment on a construit ces temps de travail? On est parti on a fait une synthèse des propositions qui ont émané du temps du 22 mai, qu'on a croisé aussi avec notre approche, l'approche qu'il y avait des différents programmes de gauche en 2020, ainsi que des réflexions actuelles qui peuvent avoir lieu au sein de la coordination de gauche. Donc on en a fait des synthèses par thématique qui vont être vos supports de réflexion. Il y aura un animateur par atelier et vous allez pouvoir échanger entre vous à partir de ces supports-là pour qu'on puisse commencer à dessiner les premiers contours, en tout cas, de notre approche programmatique. Parce qu'il nous semble important qu'avant l'été, on commence déjà à avoir les premiers contours pour que dès septembre, on puisse engager des groupes plus de travail plus précis. Voilà. Alors, je vais vous présenter les 4 thèmes, ça sera plus simple. Donc, le premier atelier, toute votre attention, je vais essayer d'être synthétique. Le premier atelier, c'est autour des services publics, pour qu'ils soient réellement accessibles à toutes et à tous. Un atelier où on va aussi réfléchir à la place des aînés et des personnes fragiles, et à la place du monde associatif. Voilà. Donc cet atelier sera animé par Mathilde. Voilà. Donc Mathilde, elle va se mettre ici, et il y aura 20 chaises autour de ce premier atelier. Sur le deuxième atelier, on est sur une ville qui mise sur sa jeunesse. Et donc dans cet atelier, on veut qu'il y ait des réflexions autour de l'école, des temps périscolaires, mais aussi une attention particulière portée à la vie étudiante, à la formation tout au long de la vie et à la place de l'éducation populaire dans notre ville. Donc ça, c'est le deuxième atelier. Il va être animé par Juliette et Zach. Alors Juliette qui est là, et Zach qui est là, ils vont faire un groupe là-bas, voilà. Le troisième atelier, c'est une ville qui est prête à affronter les défis du dérèglement climatique et de la préservation du vivant. Donc notamment, on va réfléchir autour de la ressource de l'eau, la rénovation énergétique des logements, mais aussi du développement indispensable des transports doux. Et donc cet atelier, animé par Vincent, qui sera là et qui va faire un groupe ici. Et le dernier atelier qui sera animé par Jean-Jacques et Daniel, donc plutôt un groupe de 20 personnes par là. C'est un atelier autour de la santé des habitants et de leur sécurité. Donc, permettre à chacun et à chacune l'accès d'un logement digne, à la culture et aux activités, sportives, en préservant et développant l'emploi, le commerce de proximité et l'industrie, en associant la population aux grands choix à opérer pour le futur. Donc on aura aussi, c'est très large ce dernier atelier, mais du coup il sera animé par Daniel et Jean-Jacques. Donc vous pouvez lever la main, Daniel et Jean-Jacques, voilà. Eux qui vont se mettre plutôt ici, c'est ça? Alors, pour une question, je vous rappelle, le premier thème, on est plutôt autour des services publics, la deuxième autour de la jeunesse, troisième autour des questions écologiques, et le dernier autour de la sécurité santé. Voilà, c'est les grands thèmes phares, et puis en dessous, il y a des sous-thèmes. Vous allez avoir dans chaque groupe des supports qui croisent à la fois la synthèse des programmes avec ces idées clés autour de ces thèmes-là et les apports du 22 mai. Donc c'est à partir de ces supports de travail que vous allez pouvoir échanger. Ça marche? Donc je vous invite, alors, ceux qui veulent aller vers Mathilde déjà, donc autour plutôt des questions des services publics, allez vers elle. Ceux qui veulent plutôt aller autour de la question de la jeunesse,
aller vers Zach et Juliette qui sont là-bas. Vers Vincent, c'est ici autour de l'écologie. Et enfin, le dernier groupe de Jean-Jacques et Daniel se situera plutôt dans cette partie-là de la salle. Je vous invite à prendre des chaises et à former des petits groupes. Vous êtes partis pour... Il est quelle heure? Vous êtes partis pour 3 quarts d'heure d'échange. Voilà. Merci pour votre contribution. Je vais commencer par le groupe qui était ici, animé par Vincent, autour de l'approche écologique de la ville. Et du coup, est-ce qui se fait qui fait la restitution? C'est toi, Vincent? Alors, du coup, les idées principales qui sont sorties de votre groupe ont été... J'ai combien de temps? Une demi-heure? C'est ça. D'accord. Alors, il y avait tout un morceau sur le logement, l'aménagement, l'isolation des logements. On parle beaucoup d'isolation contre le froid, mais pas forcément contre le chaud. Il y a des aides pour économiser le gaz, le feu pour se chauffer, mais il faudrait penser également à tout ce qui est isolation contre le chaud. Il y a une remarque qui a été faite, il ne faudrait peut-être pas toujours démolir pour reconstruire, mais parfois privilégier la rénovation. Penser à un urbanisme favorable à la santé, il y a des projets, je crois que c'est Sochaux, où on avait associé les habitants à une nouvelle organisation du quartier, avec notamment une meilleure végétalisation. Voilà. Le mot végétalisé est relu plusieurs fois, notamment pour les cours d'école, qui sont très goudronnés encore à Belfort. Pourquoi ne pas y faire comme dans d'autres villes, des jardins, y planter des arbres, etc., etc. Une autre action concrète, amener les animaux en ville, développer une micro-ferme publique. Voilà, pour que les gens, les habitants des villes puissent voir des animaux, des vaches, des lapins, des poules. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait sensibiliser la jeunesse à l'écologie avec des actions qui existent déjà, mais que ce soit un petit peu plus porté par la ville. La fresque du climat, des conférences, des actions de plantation de micro-forêts avec les écoles, en association, en collaboration avec les associations, mais vraiment que la ville soit porteuse de ça. Les bus, bien évidemment, les bus, voilà, ben là, à chaque réunion, on parle des bus, mais par exemple, pour aller au Ballon d'Alsace, ben, il n'y a pas de bus. Il y a des bus seulement quand il y a de la neige. Et donc, comme il y a de moins en moins de neige, ben, il y a de moins en moins de bus. Donc, celui qui n'a pas de voiture, le ballon, c'est pas pour lui. Voilà. Quoi d'autre encore? Oui, redonner la ville aux humains. Hein, il y a vraiment trop de voitures qui rentrent en ville. Il faudrait redonner plus d'espace aux piétons, aux vélos. Il a été fait remarquer que devant l'école, eh bien souvent, il n'y a pas d'espace. Et il faudrait que les enfants ils aient un espace sécurisé devant l'école où ils puissent marcher, quoi. Parce que bien souvent, ils descendent de la voiture et ils doivent tout de suite rentrer dans l'école. C'est pas du tout sécurisé. Elle va piquer le micro, mais je n'ai pas terminé. Il y avait également une remarque par rapport au fait de lier la politique municipale avec ce qui se passe au niveau national. Et critiquer M. Meslot, parce que c'est bien beau, il plante des arbres, il met des ruches, mais tous ses amis LR, à l'Assemblée nationale et au Sénat, votent des lois catastrophiques pour l'environnement, pro-glyphosate, pro-polluants. Enfin, voilà, il ne faut pas de contraintes, il faut que l'industrie puisse aller. Et tout ce qui va dans le sens d'une meilleure qualité de l'air et de l'eau, petit à petit, pour des histoires de croissance et d'économie, on supprime des petites lois qui avaient mis
beaucoup de temps à être voté, et bien là, on balaye tout pour des histoires d'argent. Voilà, oui, je sais que tu veux plus d'équipement. Et dernière chose, les panneaux solaires sur les parkings publics, les bâtiments publics, pour essayer d'arriver à une autonomie énergétique. Donc on a parlé d'autonomie énergétique et d'autonomie alimentaire. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. On va passer au groupe suivant. Qui se fait porte-parole de la restitution? On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets de l'axe, mais on a réaffirmé le fait qu'il fallait fixer la priorité en fait aux deux âges extrêmes, si je puis dire, de la vie, c'est-à-dire les jeunes et les anciens. Et pour faire ça, il fallait aussi qu'on réfléchisse à des solutions intergénérationnelles, par exemple en matière de logement. Parce qu'on a discuté pendant un certain temps de l'action de résidence autonomie en disant que celle qui s'installe ici, c'est du privé. Donc c'est extrêmement cher, donc le public a tout son rôle à jouer là-dedans. Pourquoi pas en s'associant avec des démarches associatives, il y a des modèles à inventer, mais voilà justement aussi avec ces questions de logement collectif, avec de l'intergénérationnel, c'est-à-dire les jeunes qui logent là aident les personnes âgées avec leur démarche et les difficultés qu'elles ont, et ça leur permet d'avoir accès à des loyers plus modérés, par exemple. On a évoqué un certain nombre de sujets, notamment ce qui nous semble essentiel, c'est ce fameux guichet unique d'accès au droit, qui serait un lieu où chacun puisse aller se renseigner, c'est-à-dire un lieu non stigmatisant. Ça ne veut pas dire que vous êtes en difficulté quand vous allez à ce guichet unique, mais juste que vous puissiez vous renseigner sur tout un tas de choses. Et c'est un guichet qui serait donc en lien avec le secteur associatif pour être capable de réorienter quelqu'un qui viendrait dire, une maman qui vient en disant « mon enfant a des grosses difficultés scolaires », comment je peux faire? Et que dans ce guichet, on est capable de lui dire telle maison de quartier fait de l'aide aux devoirs, etc., etc. Et ça peut être aussi, évidemment, un moyen de lutter contre le non-recours, puisque vous savez qu'il y a un tiers quand même des gens qui n'ont pas recours à leurs droits et aux aides auxquelles ils ont droit. Donc ce guichet unique qui aurait un lieu bien identifié, qui soit accueillant et pas stigmatisant, est quelque chose d'extrêmement important. On a discuté un peu aussi sur les questions de fiscalité, parce que les services publics, ça se finance. Mais tout le monde partage le constat que les impôts, alors il n'y a plus que la taxe foncière gérée par la ville, on l'a dit, les impôts ont quand même beaucoup augmenté ces derniers temps et que ça paraît difficile de faire accepter des nouvelles hausses d'impôts. Et donc il faudra quand même revoir un peu, notamment la répartition forcément des dépenses. Ça nous a amené à parler de la question immobilière. La ville achète énormément, vous le savez, dans la rue Georges Jaurès ou un peu partout. Est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des grandes masses et des sommes d'argent qu'on peut répartir, des dépenses qu'on peut répartir différemment pour justement les pointer vers ces sujets-là? Deux dernières choses extrêmement rapides. La question des infirmières scolaires, on est revenu là-dessus, la ville a supprimé ça, mais il nous semblait que c'était au niveau des services publics, avec le rôle de prévention, quelque chose d'essentiel, et aussi une attention importante qu'on devrait avoir au CCAS, puisque la situation du CCAS est compliquée, les professionnels du CCAS, qui sont quand même des gens du monde du soin, sont en grande difficulté. Merci beaucoup. On va passer, c'était le groupe questionnaire à la jeunesse, c'est ça, cette ville jeune. Alors nous, on n'a pas pu véritablement aller jusqu'au bout de notre réflexion parce qu'on a commencé sur la toute petite enfance et puis après on a eu un grand temps de réflexion autour des centres sociaux. Donc sur la petite enfance, on a parlé du problème des places en crèche, mais en particulier on a réfléchi sur les horaires d'ouverture des crèches, puisqu'à Belfort on a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de femmes seules avec des horaires parfois décalés. Et on se posait la question de savoir s'il ne pourrait pas y avoir donc au moins une structure sur Belfort qui accueille les enfants sur des horaires un petit peu atypiques. Ça pourrait être évidemment des crèches, mais on pourrait penser aussi que la ville pourrait gérer elle-même directement peut-être certaines assistantes maternelles qui pourraient accepter des horaires un petit peu différents. Et puis concernant les crèches, on a discuté aussi du fait que la crèche pour l'instant ça se résume depuis quelques temps à vraiment accueillir les enfants, mais qu'il n'y a plus véritablement de projet éducatif proposé aux tout petits. Et donc il faut renouer avec ces projets-là. Le but n'est pas forcément d'avoir une rentabilité maximale, entre guillemets, de mettre le maximum d'enfants sur les plages horaires,
mais bien de repenser un projet éducatif pour accueillir les enfants le mieux possible. Et puis, on était parti sur une réflexion sur l'école, mais qu'on n'a pas véritablement menée jusqu'au bout. On a discuté des conditions des personnels qui s'occupent du périscolaire, en sachant que là aussi, il y a un véritable problème pour les personnes qui sont chargées de l'accueil des enfants, puisque généralement, elles travaillent un peu le matin, après un peu à midi et un peu le soir, et que du coup, elles n'ont même pas un temps complet. Il s'agit de temps partiel subi, et avec des conditions de travail qui ne sont finalement pas bonnes du tout, et qu'il faudrait que la municipalité puisse réfléchir à proposer des autres temps pour les agents, pour qu'ils puissent avoir des journées complètes, mieux organisées. Et puis on est surtout donc parti sur une réflexion sur les centres sociaux, puisque nous on avait donc pour thème la jeunesse et tout ce qui était éducation populaire. Et donc la réflexion sur OICO, c'est la façon dont on pourrait repenser les centres sociaux. Là je vais laisser la parole à Jacques qui m'avait l'air plus au point que moi sur ce domaine. 2 minutes max. Donc l'idée des centres sociaux, c'est qu'aujourd'hui il y a une seule structure, une association qui s'appelle OICOS, qui gère l'ensemble des centres sociaux, et dans la réflexion d'éducation populaire, c'est totalement inversé, parce que l'éducation populaire veut laisser la place à l'initiative de l'habitant, et là le fait de mettre une structure qui est aujourd'hui une structure paramunicipale, parce qu'elle est pilotée entièrement par la ville, ne laisse pas la place notamment aux habitants de pouvoir créer des projets dans leurs centres sociaux. L'idée, ce serait de remettre des CA dans chaque centre social et de se servir d'OICOS pour un aspect plus support administratif, logistique, paiement, comptabilité, etc. Ça sert. La direction générale d'OICOS qui donne des ordres aux autres centres sociaux, ça n'a aucun sens. Ceux qui doivent donner des ordres aux centres sociaux, c'est les habitants par leur projet. Et l'idée, ce serait de remettre des CA et de faire intervenir toutes les associations, leur ouvrir la porte dans les centres sociaux pour qu'elles aient toute leur place et pour faire revenir les gens dans les centres sociaux, parce qu'ils sont largement sous-exploités aujourd'hui. Et la question aussi des vacances scolaires, etc. Donc, et de l'éducation populaire, est-ce que on fait réintervenir une nouvelle association d'éducation populaire, ou on se base sur les centres sociaux qui existent déjà? Là est la question, et on n'est pas allé plus loin dans la réflexion, mais on ira plus loin. Là. On va aller voir le dernier groupe. Il y a déjà un micro. Alors, pour le dernier groupe, on avait essentiellement 2 thèmes dans les remontées de la réunion de mai. C'était le problème du logement et le problème de la santé. Alors, le problème de la santé a occupé la plupart de nos débats. Pour le logement, ça a été relativement succinct, puisque c'est ce qu'on a traité à la fin. Donc au niveau du rendu, c'est relativement simple. Donc les remontées de la réunion de mai sur le logement étaient liées, on rejoint un peu ce que disait Vincent tout à l'heure, essentiellement au problème d'isolation thermique, au problème on peut élargir aussi au problème d'insalubrité et au problème d'indécence des logements. On a profité pour faire un petit point sur ce qui avait été proposé par Grand Belfort, puisque là on est sur une compétence qui a été prise en main par l'AGLO, qui était donc de proposer, dans le cadre d'un périmètre qui était celui de l'avenue Jean Jaurès, une opération de promotion et d'amélioration de l'habitat. C'est une opération qui s'est déroulée pendant 5 ans, de 2017 à 2022, qui a eu un bilan qui était vraiment de mi-teinte. On a, notamment au cours des conseils municipaux et communautaires, enfin surtout communautaires, eu l'occasion d'expliquer pourquoi, à notre sens, l'opération n'avait pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés, essentiellement pour des raisons financières, puisque la personne qui bénéficiait de l'aide en question avait un reste à charge qui était quand même relativement important et était obligée de faire l'avance des frais.
on s'était dit que... Et à ce moment-là, on a été rappelé par la cloche et on nous a demandé d'arrêter, donc on n'a pas été plus loin. Je dis simplement que si on arrivait aux affaires, eh bien, il faudrait absolument reprendre le dispositif, qui est probablement un dispositif intéressant. On ne peut pas s'engager dès maintenant. Vous avez vu ce qui est arrivé à la prime Rénov' en l'espace de 3 semaines, où elle a été supprimée, rétablie un petit peu, resupprimée, enfin bref. Simplement dire qu'on s'inscrira en complément des dispositifs d'État, mais qu'il faudra absolument aller contre l'écueil de l'avance des fonds par le bénéficiaire et essayer au maximum de lutter contre le reste à charge. Probablement là aussi, c'est un petit peu ce qu'on avait dit il y a quelques années, par la création d'un guichet. Voilà, là maintenant le problème de la santé, Daniel. Merci Jean-Jacques. Merci. Daniel, tu continues? Oui. Je suis là. Je t'ai vu. Écoutez, nous, on a commencé par un QCM par rapport à la santé. En cas d'impossibilité, rendez-vous chez votre médecin généraliste traitant. Que faites-vous? Appel au 15, demande par internet Coctolib Maya. Je me déplace aux urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Je demande un rendez-vous à la clinique de la Niotte pour les petites urgences. Ou autre, c'est-à-dire, vous cherchez une consultation en dehors de Belfort et du territoire de Belfort. À votre avis, quelle est la principale réponse? Et voilà, vous avez raison, on recherche une consultation hors du territoire de Belfort et tout le monde a cité l'Alsace. Sinon, vous le savez, la santé est avec le désert médical, on a des difficultés d'accès aux soins et cela correspond à un certain nombre de problèmes pour lesquels des solutions existent. Nous n'allons pas aborder toutes les solutions pour les problèmes, mais il n'y a pas assez de médecins, c'est classique. Il faut supprimer le numerus clausus et il faut former plus de médecins généralistes que de spécialistes, mais tout cela dépend de l'Assemblée nationale. Donc il faut réélire un député de gauche en territoire pour que nous puissions obtenir ce résultat. Le mode d'exercice en cabinet isolé n'est plus adapté, ne correspond plus aux aspirations des jeunes médecins. Il faut donc favoriser le développement de centres de santé pluriprofessionnels avec des médecins salariés. Comment inciter les étudiants en médecine à venir à Belfort une fois diplômés? Alors là, c'est une proposition qui a été exercée en Saône-et-Loire. Il faut accorder une bourse pendant les études avec engagement d'exercice de 5 ans, voire plus, à Belfort. C'est une possibilité qui a été retenue, donc, comme je vous l'ai dit, en Saône-et-Loire et qui, a priori, semble fonctionner. Comment fidéliser les médecins spécialistes? Les étudiants en médecine spécialisée pourraient un exercice mixte à l'hôpital et en centre de santé. Ben, pour cela, il faut se rapprocher de l'hôpital et, bien entendu, passer une convention entre l'hôpital et le centre de santé avec également la possibilité d'une bourse pour les étudiants en contrepartie d'un engagement d'une durée de 5 ans. Nous avons également abordé rapidement, c'est mon voisin qui a soulevé le problème, comme le groupe en face de moi, de carence d'infirmières, car comme vous le savez, la santé mentale des jeunes et des adolescents est plus que problématique, et c'est pour cette raison qu'il faudrait peut-être réactiver la réflexion des maisons de l'adolescent et de remettre des infirmières, des médecins scolaires, pour essayer d'appréhender au plus juste ces possibilités. Alors en ce qui concerne le centre de santé, oui, je suis trop long. Pardon, non, mais... Alors attendez, je vais terminer quand même sur une note positive. Voilà, on pense que tous ces projets qui sont dans notre programme municipal ne peuvent être bien menés que s'il s'agit d'une mobilisation citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite que dans le cadre des conseils locaux de santé, il y ait création d'un collectif pour la prévention en santé. Ne pas oublier les personnes handicapées, ne pas oublier non plus que certaines politiques de santé doivent se tenir au niveau du pôle métropolitain et on a eu une information ce soir,
le pôle métropolitain vient de recruter 2 chargés de mission en santé sur la mobilité et la santé. C'est pas récent, mais ces personnes-là sont là. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci pour votre travail. Juste pour vous dire que la démarche qu'on a engagée ce soir, elle va se poursuivre. Alors, pour vous donner le prochain point, la prochaine étape qu'on se sera engagée, ça va être durant cet été. Ça va être une approche où on va vous solliciter pour aller à la rencontre des Belfortins avec un questionnaire. Je vais laisser Juliette l'aborder tout de suite. Pour que dès la rentrée, on va vous réinviter et on va rassembler encore plus largement autour de cette fois-ci d'ateliers beaucoup plus thématiques et où on va affiner le programme. Là, on en a dessiné les grandes lignes, mais comment on l'affine, comment on trouve des idées qui font qu'on arrive à monter notre programme de rupture avec ce qu'il y a en ce moment à la ville de Belfort. Et puis, je vous le dis, la liste, elle est ouverte, elle se veut ouverte. Mais dès l'automne, on annoncera, la coordination politique annoncera la tête de liste de cette liste pour le futur municipal. Voilà, vous ayez déjà un peu le calendrier en tête de ce qui s'annonce dans les mois à venir. Mais je laisse tout de suite la parole à Juliette. Voilà, donc on avait pour objectif de travailler avec les Belfortins et les Belfortaines sur la construction d'un programme. Donc c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir, mais on voudrait aussi essayer d'aller au contact des gens parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne viendront jamais dans des réunions publiques et que c'est à nous d'aller les chercher. Et donc l'idée c'est d'avoir un petit questionnaire. On a fait le choix d'avoir des questions ouvertes le plus possible pour essayer de faire remonter en fait l'avis des Belfortins, mais aussi leurs désirs, leurs propositions pour la ville. Donc l'idée c'est d'avoir un questionnaire comme ça qu'on va finaliser, elle n'est pas tout à fait terminée, avec pour chaque domaine vraiment à peu près des questions qui reviennent, des questions récurrentes sur en gros pour vous quels sont les points faibles ou les difficultés particulières que vous rencontrez et quelles sont vos propositions. Donc l'idée c'est de faire remonter, de voir s'il y a une remontée du terrain qui nous donne des points d'appui pour construire notre programme, avec des demandes qui seraient celles en fait d'une grande majorité des Belfortins. Et puis aussi peut-être d'avoir, parce qu'on va y aller sûrement par quartier dans le porte-à-porte, et de voir s'il y a des choses qui remontent par quartier, s'il y a des problématiques spécifiques à certains quartiers. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer là, c'est donc en fin de réunion, vous pouvez vous adresser à Mathilde pour laisser vos coordonnées. On va faire un groupe Telegram pour pouvoir vous contacter au plus vite. Dès qu'on on va prévoir une série de dates pour faire du porte-à-porte et il nous faut du monde à ces moments-là. Donc le questionnaire sera finalisé et donc on vous contactera comme ça pour avoir des groupes de porte-à-porte. En fait, il ne faut pas que vous vous inquiétez sur la question du porte-à-porte. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur au départ, mais bon, déjà, vous ne serez jamais seul. On va s'arranger pour être en binôme avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Et puis vraiment, l'idée, c'est d'avoir un premier contact, de se présenter, et puis après, de faire un recueil de paroles, de laisser les gens s'exprimer et de noter sur chaque domaine un petit peu les idées des Belfortins et des Belfortaines. Voilà, ce sera pour nous assez riche, j'espère, d'enseignements pour pouvoir construire le programme. Voilà. Ah oui, on disait qu'au moment où on prend contact avec les gens, c'est bien aussi de leur rappeler systématiquement, leur redemander s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Il y a toujours énormément de gens qui sont pas inscrits ou des gens qui pensent être bien inscrits mais qui ne le sont plus. Il faudra rappeler à ce moment-là à tout le monde que si, en cas de déménagement, il faut se réinscrire sur les listes électorales, mais c'est pas seulement si on vient d'arriver à Belfort, mais si on change de quartier, par exemple, on peut se retrouver, on peut être radié de certaines listes. Il faut se réinscrire dans son nouveau quartier. La majorité des gens ne le savent pas, ils sont convaincus qu'à partir du moment où ils sont restés sur Belfort, il n'y a pas de problème. Donc il y a beaucoup de gens qui sont mal inscrits. Donc ça, on en profitera à ce moment-là pour faire un petit peu une campagne de réinscription sur les listes électorales. Voilà. Alors, je ne sais pas quel temps il est. Mais... c'est l'heure. Reste une heure. 10 minutes.
S'il y a des questions. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est que, est-ce que par rapport à l'ensemble des contributions qui ont pu être partagées ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui auraient prise de parole, qui souhaiteraient dire des choses qui n'ont pas pu être dites là, ou qui veulent réagir à un autre groupe de parole parce qu'ils n'ont pas pu y participer? Donc on va se laisser 10 minutes pour échanger de façon libre. Je sais que les centres sociaux n'ont pas pu aller jusqu'au bout. La jeunesse a peut-être des choses à dire. C'est vrai? Il y a une dame. Bon, je veux réagir sur la santé parce que j'avais des choses à y dire, mais je voulais dire des choses là aussi. Ouais, mais on va pas se couper en deux. Je voulais réagir sur la santé. Faut savoir qu'en santé publique, l'accès aux soins, c'est moins de 15% des déterminants de santé. Donc c'est un truc dont on parle beaucoup en politique. Parce que les gens pensent, quand on parle aux gens de la santé, c'est d'abord j'ai pas de médecin. Mais en fait, la question environnementale, les déterminants environnementaux de la santé, c'est plus de 50% par rapport à l'accès aux soins. La prévention, c'est majeur aussi, donc on ne peut pas rester centré que sur l'accès aux soins. Et puis j'aurais des infos à donner. Enfin, il n'y a déjà pas de jeunes médecins qui veulent venir à l'hôpital, donc on ne pourrait pas les détourner pour aller un peu en ville. Enfin voilà, on pourra en reparler. D'autres interventions? Juste pour insister sur quelque chose, là on a des ateliers avec des sujets précis à chaque fois, mais je pense que c'est important d'insister sur la transversalité entre les différents ateliers. Nous on a parlé d'écologie, mais l'écologie ça concerne aussi la jeunesse. On parlait de sensibilisation à l'écologie, à la jeunesse, donc voilà, je pense que c'est des choses à prendre en compte, notamment que les jeunes soient acteurs à ce niveau-là, notamment en valorisant les sports de montagne. On parlait du ballon d'Alsace, on a la chance d'avoir dans le territoire d'Alfort un vrai patrimoine naturel, et je pense qu'il faut le valoriser et que la jeunesse a intérêt aussi à s'impliquer dans ces questions-là. Voilà, donc, voilà, je pense qu'on a intérêt, si on veut vraiment avoir une force de parole sur ces sujets-là, de jouer sur le lien entre les différents sujets qu'on a évoqués ce soir. Voilà, c'est tout. C'est sûr qu'on a des points précis à mettre dans un programme, mais il semble que les deux réunions auxquelles j'ai assisté, celle-ci et celle d'avant, m'ont beaucoup plu parce qu'il y a cette participation. Et il y a cette participation qui permet pratiquement à tout le monde de dire quelque chose. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait un mot dans notre programme sur quelle participation on souhaite pour pouvoir changer les choses. C'est-à-dire, on ne va pas tout changer en arrivant à la mairie, mais il va falloir, si on change les choses, avoir les idées en tête, mais pouvoir les confronter, en tout cas les discuter avec les gens à la base. Et donc ça, quand on voit les conseils de quartier aujourd'hui qui sont un bel format organisé, on peut dire un peu comme ça, quel autre conseil de quartier, par exemple, si on souhaite des conseils de quartier, comment on va les organiser pour que les gens, de temps en temps, prennent la parole sur tel ou tel aspect de la ville ou du quartier. Et je pense que ça, c'est important. La participation, je pense que ça peut être quand même une marque de fabrique, quoi. Moi, je trouve la démarche de recueil de la parole des habitants hyper intéressante, avec toutes les questions. Bon, évidemment, il y en a beaucoup, et je trouve ça hyper intéressant. Et je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir, en plus du porte-à-porte, qui est un contact tout le temps individuel, en plus de gens qui ne s'attendent pas forcément à ce qu'on vienne à ce moment-là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir en plus peut-être des moments où on a un vite-abri par exemple et où on recueille la parole, voilà, un peu avec des techniques de porteurs de parole, enfin il y a des choses qui existent, où déjà même on met un peu de collectif en fait, on n'est pas juste dans un rapport
bien prévu, hein, Valérie. Ah oui, c'est quelque chose qu'on a envisagé déjà, oui. Y compris des rencontres sur les différents quartiers. Ok. Je voulais revenir sur l'idée du porte-à-porte. Ce serait bien d'avoir, et ça a été déjà discuté et pensé, d'avoir un point, un endroit dans le quartier, dans le lieu où on va faire du porte-à-porte, d'avoir un point central. Et là, du coup, il faudra du nombre, et il faudra que vous qui êtes présents aujourd'hui soyez présents aussi sur ces temps-là, pour se rendre le plus disponible possible. On a un point central où là, on pourrait avoir, tenir un petit abri, un stand, boire le café avec les habitants, etc. Et en même temps, du coup, avoir des personnes qui partent en mission porte-à-porte et reviennent à chaque fois. Et donc, du coup, on a une présence centrale, plus une présence pour aller chercher les habitants dans leur domicile. Elias ? Sur cette présence centrale, je suis d'accord parce que le questionnaire qu'on nous a montré, même si c'est une ébauche et qu'il n'est pas terminé, il pose des questions, notamment quelles sont vos propositions, qui prennent du temps à réflexion et qui ne peuvent pas être faits juste sur le temps du porte-à-porte où on est face à face. Donc ce point central peut servir ce lieu central peut servir de lieu de discussion, mais aussi de lieu de recueil des réponses une fois que les gens ont le temps d'y réfléchir. Il semble aussi que la parole elle peut se recueillir de façon naturelle. Si vous parlez avec des gens dans un café, vous pouvez entendre des choses. Si vous allez à la piscine et vous discutez avec les mamans et autres qui sont, vous allez entendre des choses. Si vous allez dans un parc, vous lisez un livre, et vous allez voir des gens, vous allez les voir. Je veux dire, la parole, ça circule. C'est pas obligé systématiquement de dire on va organiser un point. La parole, je vois tous les dimanches, moi, sur le marché, un monsieur qui vend l'Humanité dimanche. Il est là. Voilà. Et bien, il est là tous les dimanches. Et bien, sur le marché, il recueille des informations. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de présence dans les endroits naturels de fréquentation des gens. La parole, c'est partout. Moi, je suis quelquefois, quand je suis dans une queue de caisse, je vois quelque chose, je dis, tiens, ça c'est pas normal, mais ça suscite une parole. Et parler, c'est politique. Et être dans un marché, dans un monoprix, c'est politique. Donc, vous pouvez tout le temps avoir de la parole. C'est pas la peine d'organiser, de demander aux gens de venir. Vous l'aurez la parole. Par contre, il y a un quartier, des résidences, où j'ai l'impression que les gens ne parlent plus et ne viennent plus parce qu'ils sont, justement, ils se sentent exclus. Et ils se sentent exclus parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. En particulier, on leur a supprimé les francards. Il n'y a plus de petite enfance qui est suivie. Il y a des choses dramatiques qui sont passées aux résidences. Comment se fait-il que 15 000 personnes aux résidences soient exclues de ce qui se passe à Belfort? C'est pas normal. Bon, mais puisque personne ne prend la parole, nous passons aux festivités. Et donc, n'oubliez pas de venir me dire si vous êtes intéressé pour être inscrit sur ce groupe qui vous dira tel jour on va aller rencontrer les habitants de tel quartier, etc., pour le faire remplir le